Réelle Fiction vous fait découvrir les 5 romans sélectionnés pour le prix Effraction. Ce prix récompense un roman qui entretient un lien fort avec le réel. Il est remis par la Bibliothèque publique d'information et la Société des gens de lettres pendant le festival littéraire Effraction. Dans cet épisode, François, bibliothécaire à la BPI, présente Avant que j'oublie, un roman d'Anne Poly. À la mort de son père, Anne assume les démarches habituelles. Avec l'aide de son frère, elle organise la cérémonie, elle envoie les faire-part, elle règle les détails des obsèques avec la compagnie des pompes funèbres. Puis, Anne vide la maison et trie les affaires de son père. Elle se souvient. Elle repense à lui, à la vie qu'il a vécue, et au fil du récit, elle dessine le portrait d'un homme qu'elle redécouvre. On apprend alors qu'il a été le fils d'un boucher ayant décidé de quitter l'Alsace suite à l'annexion du Reich. On apprend aussi qu'il est devenu ouvrier, sans doute parce qu'il habitait trop loin de l'école pour pouvoir continuer ses études. On apprend également qu'il a vécu l'euphorie des 30 Glorieuses, mais qu'il a vite été déçu par le consumérisme. Il finit, nous raconte sa fille, par noyer ses déceptions dans l'alcool, alors que sa femme trouve refuge dans la religion. Au premier abord, le portrait est peu flatteur. L'homme est alcoolique, violent, peu soigneux. Mais progressivement, la narratrice dévoile un autre visage. Elle souligne sa grande tendresse, sa sensibilité et son sens de l'humour. Dans ce récit témoignage, Anne Poly raconte la mort, l'enterrement et, surtout, le deuil. Elle oscille entre regret, culpabilité et mélancolie et fait le constat de l'absence avec pudeur et humour. Anne Poly livre un texte drôle et intimiste. Elle porte un regard lucide sur le monde et sur le temps qui passe à travers le portrait émouvant d'un homme abîmé par la vie, tout en contradiction et en ambivalence. Dans un style vivant, incisif, parfois déchirant, l'autrice écrit un sublime roman sur la relation père-fille. L'écriture de ce deuil provoque une épiphanie qui donne une couleur résolument optimiste au récit. Une fois devant le presbytère de l'église Saint-Joseph, une pauvre église de banlieue au crépi beige donnant sur un parking égayé par de déprimants massifs de graminées, j'ai respiré un grand coup et je suis entré sans sonner comme on entre chez une vieille tante un peu sourde. Sous le porche, j'ai toqué à une petite porte vitrée et André est venu m'ouvrir. Le vieil homme à lunettes triple foyer, vêtu d'un pull Parme tricoté main, ne m'a pas reconnu et n'a pas davantage compris mon « Bonjour, je suis Anne, la fille de Jean-Pierre Poly. Il est décédé avant-hier. Il m'a invité à rentrer et à m'asseoir, ce que j'ai fait. Ensuite, il s'est assis à côté de moi, a ouvert ses mains sur ses genoux et a simplement dit « Seigneur, reçois nos prières car notre frère est mort. Tu l'as rappelé à toi et nous te le confions. Puisses-tu l'accueillir dans ton royaume ?» Puis il s'est retourné vers moi un peu confus. « Qui est mort, as-tu dit ?»« Mon père, Jean-Pierre Poly. »« Ah oui ? Ah bon ? Jean-Pierre est décédé ? Mais c'est arrivé quand ? » ?»« Il y a 2 jours. » Là, dans ses yeux, un petit personnage est monté sur une échelle pour allumer la lumière. Ah, « Tu es donc Anne ? J'aimais énormément ta mère Françoise, une femme très bonne, d'une grande gentillesse. C'est bien triste. Pauvre Jean-Pierre. Et de quoi est-il mort ? Il a fait un arrêt cardiaque. Il avait un cancer. Ah oui, c'est vrai. C'est bien triste pour lui. Je passais le voir quand je pouvais. Quand je pense à ta mère, quel courage. Bon, et toi, Anne, tu es mariée ? Tu as sûrement des enfants ? Qu'est-ce que l'écriture du deuil et comment ce livre s'inscrit-il dans ce type de récit ? Pierre-Louis Faure, professeur de littérature.
Alors effectivement, avant que j'oublie, pourrait s'inscrire dans ce qu'on appellerait les écritures du deuil, qui en fait s'inscrivent dans plutôt une tradition qui serait une tradition du discours funèbre. On peut penser au sermon sur la mort, on peut penser aux oraisons funèbres ou encore aux tombeaux, qui sont finalement des façons, des moyens de littérariser l'expression du deuil. Et le livre d'Anne Poly s'inscrit vraiment dans ce flux qui est particulièrement important avec le rapport à l'autobiographie, le rapport à la fonction testimoniale de l'écriture et puis aussi le rapport à la fonction réparatrice dont on parle énormément en ce moment en littérature contemporaine. Voilà, ce livre s'inscrit vraiment dans cette tradition-là. Certains critiques parlent de sous-catégories ou de sous-genres pour les écritures à la première personne. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout au long de la littérature, peut-être qui commence à vraiment se marquer davantage au XIXe siècle, au moment où on va hyperboliser le rapport à la mort avec les romantiques. Et puis, au XXe siècle, alors même que finalement le rapport à la mort, et ça ce sont les travaux par exemple de Philippe Ariès qui le montrent, va finalement quitter le rapport public pour aller davantage vers un rapport intime, on va voir justement une floraison de tous ces écrits autour de la disparition, et notamment évidemment la disparition du père et de la mère, comme c'est le cas pour Anne Poly. Y a-t-il une spécificité à écrire sur le deuil du père ? Alors, il y a évidemment une spécificité par rapport au deuil qui est mise en jeu dans l'écriture. On ne doit pas écrire de la même façon sur la disparition du père ou sur la disparition de la mère que sur la disparition de l'enfant. Rien que pour prendre ces exemples-là, il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre naturel dans la disparition des ascendants et qui est contre nature dans la disparition des descendants. Par exemple, au XXe, XXIe siècle, il y a énormément d'écrits sur la disparition des enfants. Peut-être que l'auteur le plus connu à l'heure actuelle, c'est Philippe Forest, et la disparition de sa petite fille, qui est un travail de deuil qui ne s'accomplit pas. Philippe Forest montre bien justement qu'il n'y a pas finalement de travail de deuil possible à travers l'écriture. Voilà, le sentiment n'est certainement pas le même face à la disparition du père ou de la mère et face à la disparition de l'enfant. Alors va se jouer effectivement quelque chose qui va être lié au genre. On ne va certainement pas écrire de la même façon sur la disparition de sa mère quand on s'appelle Albert Cohen et puis quand on s'appelle Annie Ernaux. On peut penser au livre d'Albert Cohen sur la disparition de sa mère, qui ne va pas mettre en jeu le même rapport d'identification qu'on peut retrouver par exemple chez Annie Ernaux quand elle écrit Une femme en 1987 sur la disparition de sa mère, ou quand elle reprend les extraits de son journal Je ne suis pas sortie de ma nuit, ou même on peut penser aussi à Simone de Beauvoir, où il y a beaucoup d'exemples. Ce qui me surprend le plus par rapport à la façon dont Anne Poly aborde l'écriture, l'écriture autour de la disparition de son père, c'est évidemment la tonalité de cette œuvre. Si on regarde bien à la rentrée littéraire, l'été dernier, il y avait également la parution du livre de Yaël Paché, Le peuple de mon père, qui porte sur la disparition de son père, Pierre Paché. Et on voit qu'on est sur deux œuvres qui sont dans des écritures radicalement différentes. Je dirais que celle de Yaël Paché, qui est très intéressante également, mais se situe dans une écriture peut-être plus déjà traditionnelle de l'écriture du deuil, tandis que celle d'Anne Poly me semble réinventer ou réinsuffler quelque chose de nouveau. Non pas qu'il y ait des différences majeures en termes d'épisodes. On retrouve dans toutes ces écritures du deuil un certain nombre d'éléments qui sont récurrents, la mort, la visite aux pompes funèbres, l'enterrement, vider la maison, voilà, toutes ces choses-là, on les retrouve, mais dans le traitement qu'en fait Anne Poly, avec ce côté extrêmement décalé, extrêmement humoristique, il y a quelque chose qui est radicalement différent. Que pouvez-vous nous dire de la façon dont Anne Poly utilise l'humour pour raconter ce deuil ?
Je crois qu'il y a effectivement un humour à la Anne Poly qui s'appuie sur un certain nombre de procédés, alors qu'on pourrait recenser, mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est quelque chose qu'elle formule elle-même à un moment dans le livre. Elle dit « rire ou pleurer, c'était toute la question ». Et je crois que c'est vraiment la dynamique de son œuvre, c'est le choix de faire non pas la part belle au pathos, mais de faire la part belle finalement au rire et à l'humour. Et on n'est pas dans un rapport d'exclusion, comme elle pouvait le formuler quand elle disait rire ou pleurer, c'était toute la question, mais on est dans un rapport qui est vraiment un rapport d'inclusion, c'est à la fois rire et pleurer. Plusieurs reprises, on voit ça dans le texte, lorsqu'elle dit à sa compagne viens, c'est un drôle de théâtre, on va rigoler. Il y a une saisie du monde autour du deuil, de cette vie, autour de la disparition, qui est vraiment d'ordre théâtral. On peut penser évidemment à Beckett, même si le lien est extrêmement ténu, mais chez Anne Poly, il y a quelque chose qui est de l'ordre de le malheur et ce qu'il y a de plus drôle, enfin, ce que formulait également Beckett. Donc cet humour, il va s'appuyer sur le décalage, par exemple la célébration du père, dont on va retenir qu'il était fort en mots croisés, donc on est face à quelque chose qui est relativement inattendu, des formules, peut-être que parmi celles qui sont appelées à durer, il y a celle de la messe qui est décrite comme étant la plus longue de la chrétienté, avec le personnel des croque-morts, grosso modo, puis tout le personnel ecclésiastique qui sont assimilés à des zombies. Donc on change radicalement d'univers. Pour traiter quelque chose de religieux et de sacré, on va vers une sorte de trivialisation assez importante. Il y a également le recul qui est pris par rapport à soi, lorsqu'elles arrivent pour la préparation de la messe, avec tous les personnages truculents, comme le curé, le père André, les zombies dont j'ai déjà parlé, mais également tous les accompagnants pour les chants, etc. Il y a à chaque fois ce recul extrêmement fort. Et ça commence dès l'incipit, en fait. Lorsqu'il y a les tensions avec son frère et qu'elle se décrit, elle, et on sent qu'il y a quelque chose qui va à contrario de sa nature, mais qu'elle parle d'elle-même, comme je cite, la fille adoucissante, concentrée fleur de tiaré. Et on change radicalement d'univers en partant sur une sorte de parodie de la publicité, alors qu'on est en plein dans le tragique. Dans ce livre, il y a beaucoup d'inventaires. Est-ce un procédé de l'écriture du deuil et quel rôle joue-t-il ? Il y a un double inventaire très, très souvent dans les écritures du deuil. Il y a un inventaire matériel qui est l'inventaire des possessions du disparu. C'est quelque chose qu'on retrouve effectivement au début et à la fin du livre d'Anne Poly, avant que j'oublie. Qui est un livre qui est saturé par les objets de toutes sortes, avec une réflexion très forte sur ce que vont devenir les objets dans le choix qu'on fait de les garder ou de ne pas les garder. La question de la trace est très importante. Donc ça, c'est très récurrent dans les écritures du deuil. La trace, qu'est-ce qu'on va garder du disparu ? Qu'est-ce qu'on va garder également du temps disparu, puisque c'est pas seulement la personne qui part, c'est aussi une époque, les souvenirs, la mémoire. Évidemment, c'est le titre depuis le début qui va donner cette inflexion-là. Mais donc très concrètement sur le côté matériel, sur la fin du livre, elle va enregistrer, elle raconte comment elle enregistre les sons, elle raconte comment elle prend en photographie aussi la disposition d'un certain nombre d'objets dans la maison de son père, et puis qu'elle se demande très concrètement finalement ce qu'on va faire de tous ces objets, de ce bric-à-brac complètement insolite, cet inventaire à l'après-vert qu'on peut faire effectivement des possessions du disparu. Et il y a une réflexion qui est une réflexion très forte sur finalement la disparition, comment on va orchestrer la disparition en mettant au garde-meuble, et puis ensuite on va oublier ce qu'il y avait au garde-meuble, et c'est comme ça que va s'orchestrer la disparition des objets, des choses, et puis aussi de façon un peu métonymique la disparition de la personne qui était possesseur de
ces choses. Puis cet inventaire, évidemment, c'est aussi un inventaire moins matériel, mais beaucoup plus humain, beaucoup plus intime de tout ce qui a été vécu avec le ou la disparue, ici en l'occurrence avec son père, toutes les incompréhensions, tout ce qui a fait le ressort d'une relation complexe. Est-ce que vous diriez de ce roman que c'est un roman familial ? Je crois qu'indéniablement c'est un roman familial, articulé autour de 3 protagonistes principaux, si je commence à les fictionnaliser un petit peu, mais effectivement le frère, la sœur et puis le père. Et en arrière-plan, la figure de la mère, qui revient à de multiples occasions. À chaque fois que la narratrice explique qu'elle a perdu son père, on rappelle toujours le souvenir de sa mère. Elle-même revient sur ses souvenirs avec sa mère lorsqu'il fuyait le père alcoolique, lorsque il y avait des moments difficiles dans leur vie familiale. Donc le livre retrace tout cela, et en cela c'est vraiment un livre familial, et puis c'est, le dit à plusieurs reprises, mais c'est une famille de cinglés. Enfin, ils ont tous quelque chose, en tout cas le terme je le lui emprunte, hein. Elle parle de déglingos aussi à plusieurs reprises, et tous les portraits sont en nuances, aussi bien le père que le frère. Alors il y a beaucoup d'oxymores qui sont utilisés pour décrire le père, quand elle va dire que, par exemple, c'est un despote déguisé en guide de montagne, que c'est un monstre, mais un monstre attachant, que c'est un ogre, mais un ogre timide. Il y a aussi des portraits très drôles du frère, un mec pratique, mon frère, avec ses révoltes tardives, toute la scène où il ne veut pas investir dans le cercueil, par exemple, est assez drôle. Ou quand il ne veut pas utiliser des timbres, il veut utiliser des timbres verts, postelantes, pour envoyer les faire-part. Alors que la narratrice lui dit mais les faire-part vont arriver après. Donc il y a toutes les résistances de ce frère blessé aussi par sa relation avec le père. Mais Anne Pauly remet tout cela en perspective dans ce texte, et elle tisse vraiment un texte articulé autour des 4 membres de la famille. Cet épisode a été préparé par François Patriarche. Lecture Denis Cordazo, réalisation Camille Delon et Renaud Guis. Merci aux éditions Verdier et à Blandine Forêt. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter la série sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.